On reprend ce qu'on avait commencé à voir avec vos camarades, et même au-delà de ça, on avait quasiment fini le cours sur la psychanalyse. Euh, Ce qu'on avait vu la dernière fois avec vos camarades, c'est précisément le dispositif freudien de la psychanalyse à travers en particulier la seconde topique qui date des années 1900 et dans laquelle Freud décrit un sujet qui est qui n'est pas monolithique, qui n'est pas une entité simple, mais qui est en réalité construit par un rapport de force entre différentes instances. Je fais une petite reprise là-dessus, et ensuite on embraye sur Marx. Premièrement, ce qu'il va appeler le surmoi, et qui est une instance à la fois consciente et inconsciente de censure de certains de nos désirs, de certaines de nos pulsions. Le surmoi, c'est ce qui, en nous, constitue cette puissance répressive, ce flic, qui réprime certains de nos désirs, certaines de nos pulsions. Il y a une dimension consciente, c'est-à-dire qu'on nous a appris un certain nombre de choses à l'école, il y a un certain nombre de traditions qui nous sont transmises dans le cadre de la famille, mais il y a aussi tout ce qui, dans la culture, est inconscient. Il y a ce que Freud appelle le ça, CCD-A, it en anglais. Le ça est précisément cette puissance pulsionnelle grosso modo chez Freud, avant tout sexuelle, hein, sous une forme ou une autre, tout est un dérivé pulsionnel de la sexualité dans le ça. Et donc qui est le centre de nos désirs socialement inacceptables, de nos pulsions violentes, qui fait justement l'objet de la censure du surmoi. Et le moi, c'est ce qui doit gérer, en fait, consciemment, les interactions entre le surmoi et le ça. Et ça se passe plus ou moins bien. C'est-à-dire que il peut se passer deux processus au fond. Premièrement, nous avons des pulsions violentes ou inacceptables et notre surmoi va les censurer, les refouler, dit Freud. Et soit, chut, Antoine, soit il le fait efficacement, soit les barrières psychiques mises en place par le moi à l'instigation du surmoi ne sont pas suffisantes et le ça va se manifester sous forme de troubles névrotiques, voire psychotiques. Troubles, c'est névrotique, c'est des malaises, c'est le fait de ressentir un malaise. Psychose, c'est clairement le fait d'être agi de l'extérieur par notre ça. Soit, va dire Freud, nos pulsions sexuelles ou violentes vont être sublimées sous des formes socialement acceptables. Je ne sais plus quel est le sociologue et le psychologue clinicien qui se sont mis ensemble.
ça date des années 80, pour remarquer que la plupart des cadres de Wall Street ont le profil psychologique établi par le FBI de tueurs en série. C'est la même empreinte, si vous voulez, c'est la même carte psychiatrique chez ces traders et chez certains tueurs en série qui vont être interviewés à partir de la fin des années 70 par ce qui ne s'appelle pas encore le département des sciences comportementales. Et pourquoi il y en a un qui gagne 1 million de dollars par mois et l'autre qui se fait tabasser à la savonnette dans une prison, dans un quartier à haute sécurité, c'est qu'il y en a un qui a réussi à sublimer ses pulsions et à faire de sa psychopathie quelque chose de socialement acceptable, c'est-à-dire utiliser quelque chose qui ressemble quand même à un vice, à savoir la manipulation, l'égoïsme pathologique, l'absence d'empathie totale, etc., pour faire énormément d'argent. Imaginez quelqu'un qui a un tempérament explosif et violent, une manière de sublimer ça, l'armée, la police, certains sports de combat, etc. Des types qui vont avoir une sexualité, des pulsions sexuelles extrêmement fortes. Ça, Freud, pour lui, c'est vraiment... il est un peu obsédé, hein. En tout cas, il est monocentré, il est monocausal, et ça pose un certain nombre de problèmes. Mais les grands artistes, dit Freud, sont souvent des grands maniaques. Et ils vont sublimer leur pulsion vitale, si vous voulez, ailleurs que dans la sexualité, mais dans leur art. Okay. Ou, à une autre époque, dans la religion. C'est-à-dire qu'il va voir, et il n'a pas tort, hein, les grands mystiques chrétiens sont des types qui, ou surtout des femmes d'ailleurs, qui ont manifestement une sexualité débordante et qui vont se réfugier dans l'ascétisme, c'est-à-dire dans la rigueur morale la plus stricte, pour canaliser ces pulsions. Et d'une certaine manière, où va le canal? Vers Dieu. Donc c'est l'adoration en Dieu qui sublime, pour Dieu qui sublime leur sexualité. Okay. Donc voilà où j'en étais resté avec vos camarades, et j'avais pris l'exemple la dernière fois, je ne sais pas si vous l'avez vu, d'un cas qui va se présenter dans la vie de Freud, d'un trouble névrotique qui va se produire pour lui à Athènes et qui est lié à la culpabilité qu'il va avoir à l'égard de son père. Vous avez vu la vidéo ou est-ce qu'il faut que je fasse une petite reprise? Petite reprise. Okay. Freud est le fils d'un tout petit commerçant juif autrichien. Il me semble qu'il est autrichien. En tout cas, Freud va ouvrir son cabinet à Vienne. Et très marqué par la tradition de l'Ancien Testament, de la Torah. Pour un juif orthodoxe, comme l'était le père de Freud, de Sigmund Freud, les 10 commandements, c'est l'alpha et l'oméga, si vous voulez, de la loi religieuse. Quel est le premier commandement? Je suis Yahvé ton Dieu, tu n'honoreras pas d'autres dieux que moi. Le deuxième commandement, tu honoreras ton père et ta mère. Comme s'il y avait comme si l'un découlait de l'autre. Pourquoi? Parce que Dieu est le père de tout. Ton père et ta mère, c'est ton créateur avec un petit c, alors que Dieu est ton créateur avec un grand C. Et donc, dans cet espace mental-là, il y a un interdit qui est fondamental, c'est celui de mépriser son père. De le mépriser parce qu'on l'a dépassé. Or, Freud va très vite devenir un psychiatre
et un intellectuel de manière générale, qui va avoir énormément de succès, qui va devenir, sinon richissime, du moins bien plus riche que son père. Il va y avoir un sentiment de culpabilité euh, de sa part, qui va développer de manière inconsciente, parce que son surmoi de petit juif orthodoxe va dire, mais en fait, il est naturel pour moi de mieux réussir que mon père, et en même temps, c'est contre nature. C'est contre nature de dépasser son père. Et il va se produire quelque chose de bizarre lors d'un de ses premiers voyages qui peut se payer. Premier voyage de vacances d'été qui peut se payer avec son frère cadet. C'est qu'il va aller à Athènes, il va avoir très très peur de ne pas pouvoir y arriver, de ne pas pouvoir aller à Athènes, il va penser qu'il va avoir des accidents, qu'on refusera leur passeport, etc. etc. En même temps, il a hâte d'y être. Il a hâte d'y aller. Il a peur de ne pas pouvoir y arriver et il a hâte d'y aller. Et au moment où il monte sur l'Acropole, hein, qui est, pour ceux qui n'ont pas joué à Assassin's Creed Odyssey, qui est le temple d'Athènes qui surplombe Athènes, c'est le temple d'Athéna, Freud va dire, en contemplant Athènes, ah, tout cela existe donc vraiment comme on nous l'a enseigné à l'école. Et Freud va dire, mais il se passe un truc bizarre, c'est-à-dire que quand j'étais à l'école, je n'ai jamais douté qu'Athènes existait vraiment, qu'Athènes était une cité mythique. Alors pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi je me suis dit ça au moment de parvenir au sommet de l'Acropole? Je me le suis dit parce que pour moi, quand j'étais enfant, c'était tellement loin Athènes. C'était tellement loin de ma réalité sociale de pouvoir partir, ne serait-ce qu'en vacances, qu'il y a une dimension mythique, une dimension héroïque dans le fait de pouvoir y parvenir, d'être allé tellement plus loin que toute sa famille avant soi. C'est ce qui fait de lui, à ses propres yeux, une sorte de héros mythologique. Il arrive à Athènes comme un héros qui, en gros, il retrace les pas de Thésée. Et il dit, mais en même temps, gros sentiment de culpabilité que j'avais refoulé lorsque je me suis mis à gagner bien mieux ma vie que mon père, à être bien plus célèbre que mon père. Parce qu'il y a un interdit fondamental, en tout cas il y a une bizarrerie monstrueuse, à avoir plus d'autorité, plus de reconnaissance, plus de puissance, plus d'argent que son propre père. Parce que le père, c'est la figure tutélaire, c'est la figure d'autorité au sein de la famille. Okay. Est-ce que ça va pour tout le monde, ça? D'où ce truc bizarre, si vous voulez. Ça ne devait pas être évident d'être le père de Napoléon Ier. Mais ça devait être encore moins évident d'être Napoléon et de se demander ce qu'aurait pensé son père de Napoléon, ce qu'aurait pensé son père de son fils. Relation paradoxale du fils qui est programmé pour aller plus loin que le père et qui en même temps a l'interdiction de l'écraser. Alors, on attaque la dernière partie et on va aller très vite puisqu'on va ne lire qu'un texte, je pense, du cours grand 4, il me semble. Grand 4. La conscience, une construction indépassable. Problème, suivre ce que je veux être. On va lire un texte de Marx tiré de la critique de l'économie politique, publié en 1859. Est-ce que vous avez vu Marx en histoire? Zéro Marx. Vous en avez parlé un tout petit peu. Okay. Alors je vais commencer par vous faire un cours sur le matérialisme historique et sur la dialectique. Alors, un petit cours sur Marx.
La thèse fondamentale de Marx, c'est que l'histoire et l'économie ne sont qu'une seule science. Faire de l'histoire, c'est faire de l'économie. Vous allez voir, ça a l'air anodin comme ça, mais c'est lourd de conséquences. Les historiens ont une représentation non scientifique, pour Marx, de l'histoire. Ils ont une représentation romanesque de ce que c'est que l'histoire. Ils voient l'histoire comme un certain nombre de personnages qui vont provoquer un certain nombre d'événements. En 52 avant Jésus-Christ, Jules César soumet Vercingétorix. En 1492, Christophe Colomb découvre l'Amérique et je crois que les Turcs prennent Constantinople, etc., etc., etc. Vercingétorix, Clovis, Charlemagne, Jeanne d'Arc, Richelieu. Notre conception de l'histoire est centrée sur des personnages qui feraient l'histoire d'une certaine manière, qui, par une certaine conscience de leur temps et des événements, transforment le monde dans lequel ils vivent. Marx va renverser cette perspective. C'est ça le marxisme. Et il va dire que les personnages historiques ont une existence qui est contingente, qui est accidentelle. Ce qui est nécessaire en revanche, ce sont les transformations de la structure économique et sociale et c'est ça qui va produire des événements. C'est ces transformations qui vont produire des événements, ce sont ces transformations qui vont mettre sur le devant de la scène certains personnages, qui vont produire ces personnages. Autrement dit, Jules César est un accident de l'histoire. Mais ce qui n'est pas accidentel, c'est la transformation de la République romaine en empire. Pourquoi? Parce que cette transformation répond à des tendances économiques lourdes. Quand j'étais petit, quand j'étais petit et pas marxiste du coup, euh, je croyais que si l'Empire romain avait été... j'avais vu Cléopâtre de Mankiewicz, c'est un film beau mais long. J'avais cru que la fondation de l'Empire romain, c'est parce que Brutus et je ne sais plus combien ils étaient, 30 copains avaient assassiné César, que le fils adoptif de César, Octave, l'avait très mal pris, qu'il avait voulu du coup punir et se venger des salopards qui avaient tué son père, et que ensuite il s'était allié avec un ancien général de César qui s'appelle Marc-Antoine, qui avait fini par trahir Rome, et que pour mettre un terme à tout ce foutoir, il avait décidé que maintenant le pouvoir, ça serait lui et lui seul, d'où l'empereur Auguste, Octave qui devient l'empereur Auguste. Donc j'avais cru que c'était un roman en fait, le passage de la République à l'Empire. Alors qu'en fait, quand on réfléchit en économiste, on se rend compte qu'il y a des tendances beaucoup plus longues, beaucoup plus lourdes. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il à la fin de la République romaine sur un plan strictement économique? Sur un plan strictement économique,
il y a beaucoup trop d'esclaves par rapport aux citoyens. Il y a beaucoup trop d'esclaves par rapport aux citoyens. Ce qui fait que pour échapper à la pauvreté, un grand nombre de sujets de la République romaine vont s'engager dans la Légion. Qu'est-ce qu'on fait dans la Légion? On se bat pour conquérir de nouveaux territoires. Donc la République romaine s'étend. C'est déjà une des causes prochaines de l'Empire. Mais, comme les propriétaires terriens vont agrandir leurs propriétés assez facilement, puisqu'ils n'ont pas besoin de payer leur main-d'œuvre, vu que ce sont des esclaves. Lorsque les vétérans des légions reviennent au bout de 20 ans, ils veulent s'installer quelque part. Ils veulent une ferme, mais il n'y a plus de terre. Il n'y a plus de territoire parce que les grands propriétaires, parce qu'ils ont plein d'esclaves, sont capables de racheter les terres. Et qu'est-ce qu'on va faire d'anciens légionnaires au chômage? On les rachète en solde pour en faire son armée personnelle. D'où les guerres civiles à répétition à la fin de la République. D'où le fait que César va dire « ça maintenant ça suffit ». Il va prendre conscience du problème et il va dire « maintenant il faut moins d'esclaves ». Il faut moins d'esclaves et plus de petits propriétaires terriens. Et surtout, il va falloir agrandir notre territoire. Il va falloir que je puisse donner des terres à mes légionnaires en Gaule, que je puisse donner des terres, quand on s'appelle Pompée, à mes légionnaires en Espagne, etc. etc. D'où le passage d'une petite république qui est en gros dans la moitié nord de la botte italienne, à un empire qui va s'étendre jusqu'à du Maroc, on va dire, aux confins de l'Égypte, de l'Écosse au fin fond de l'Algérie. Est, ouest, nord, sud. César, si vous voulez, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. C'est juste un type qui tombe sur le problème au bon moment. Autre exemple, qui va nous intéresser directement, la Révolution française. Comme vous respectez les valeurs de la République et que vous n'êtes pas des sales gauchistes marxistes, vous ne savez pas quelle grande arnaque on vend en vous faisant le récit de la prise de la Bastille, de la Révolution française, etc., etc. On a l'impression que la Révolution française, c'est la fin de la tyrannie de l'Ancien Régime et l'avènement au pouvoir du peuple. Les sans-culottes, le mythe des sans-culottes. Mais qui a fait la Révolution en France? Et pourquoi a-t-elle eu lieu? Marx va dire, ceux qui ont fait la Révolution en France, ce n'est pas le peuple, c'est la bourgeoisie. Ce sont des bourgeois. C'est soit une petite noblesse qui a dérogé en faisant du commerce, soit tout simplement une bourgeoisie commerçante. Quel est l'enjeu de la Révolution française? Elle n'est pas du tout politique, on s'en fout en fait, c'est secondaire. Mais en fait, Louis XVI va prendre pour tout le reste. Ce qui est en jeu, c'est que les Anglais sont en train de faire leur révolution industrielle. Les gars, ils sont en train de construire des usines, alors que nous, on va les construire un siècle plus tard. Un siècle plus tard. Okay. Qui a joué Assassin's Creed, décidément. Hein. Assassin's Creed Syndicate. Okay. Donc ça se passe à Londres dans les années 1840. Paris dans les années 1840, à part les 5 premiers arrondissements, le reste autour, c'est de la campagne en fait. Eux, ils ont des ateliers partout, des chemins de fer partout, etc., etc. Notre révolution industrielle, on va la faire en 1860.
Eux, ils la font en 1790. Ouais. C'est le moment où c'est un peu foutu pour la France, en fait, hein. Quelle est la raison d'être de la Révolution pour Marx, la Révolution française? Vous allez avoir un décalage entre le pouvoir politique et le pouvoir économique. Le pouvoir politique, c'est encore la noblesse qu'il a sous l'Ancien Régime. Mais voudrait, qui a le pouvoir économique et voudrait avoir le pouvoir politique? Il y a une pièce de Molière qui en parle. Un type qui n'a pas la bonne classe sociale et qui veut le pouvoir. Le bourgeois, le bourgeois gentilhomme. Le bourgeois gentilhomme, c'est celui qui n'est pas né avec une particule, qui est riche, qui a le pouvoir économique et qui reste à l'antichambre du pouvoir et qui n'entrera jamais à Versailles parce qu'il n'est pas bien né. La Révolution française, c'est le fait de régler l'horloge. On va mettre le pouvoir politique là où le pouvoir économique est déjà. Et donc, on va passer, c'est la grande ambition des révolutionnaires, on va passer d'une société agraire à une société industrielle le plus rapidement possible. C'est quel est le pouvoir, quelle est la plus grande mesure faite par la Révolution française? La plus grande mesure économique et politique et sociale de la Révolution française, c'est l'abolition des... Non, c'est l'expropriation des congrégations religieuses. Quel était le centre du pouvoir économique en France? C'est l'agriculture. Quel était le plus gros propriétaire terrien en France dans les années 1780? L'Église, le clergé, exactement. Donc, virer le clergé pour dire maintenant, on va à la place de construire une nouvelle ferme, on va construire un atelier, on va construire une filature, on va construire des industries métallurgiques, etc., etc. Ça va permettre de moderniser la France. Danton, Robespierre, tout ça, ils sont accidentels. Ce qui était nécessaire, c'est cette transition économique qui implique la transition politique. Et généralement, c'est ce que dit Marx, on inverse la cause et la conséquence. La cause d'une révolution politique, elle est toujours économique. On a tendance à penser que c'est parce qu'il va y avoir un nouvel homme qui va arriver au pouvoir que économiquement et socialement ça va changer. Mais non, c'est parce que socialement et économiquement ça change qu'il va y avoir un événement historique qui va être vécu parce qu'on a les yeux rivés sur les événements comme une rupture. Oui. Non. Alors là, je peux vous dire que non, non, je peux vous dire que, en particulier en France, hein, et en Angleterre aussi, l'historiographie a été marxiste pendant très très longtemps. Enfin, très clairement des années 30, mais alors encore plus après 45, si vous voulez, l'université française, en histoire en particulier, elle va être profondément dominée par une historiographie marxiste. D'ailleurs, enfin, c'est passionnant, si vous voulez, de se dire, bah, en fait, il y a des causes économiques à la Révolution française, et tout cela ne commence pas avec la prise de la Bastille. La prise de la Bastille, ça aurait pu... Enfin, sérieusement, ça veut rien... Enfin, les gens s'inquiètent un petit peu, mais ça n'est pas un événement d'une importance considérable. Ce qui va être considérable, c'est des trucs beaucoup plus anodins en apparence, comme effectivement la mise aux enchères de la plupart des terres qui étaient la propriété du clergé. Ça va être le fait que le personnel politique va changer socialement. Est-ce que ça va pour tout le monde, ça? Alors, je vais lire le texte et je vais le commenter au fur et à mesure et vous allez assez vite comprendre. Donc, Marx, critique de l'économie politique. Alors, non, un dernier truc avant. Pour Marx, euh, le grand moteur de l'histoire, c'est ce qu'il appelle la lutte des classes. Ça vous dit quelque chose? Ok. Si vous avez fait une ou deux manifs, normalement vous avez entendu parler de la lutte des classes. La lutte des classes, c'est
au fond, euh, l'opposition fondamentale, et qui va varier en fonction des époques, entre ceux qui détiennent les moyens de production et ceux qui bossent, euh, ceux qui travaillent et qui ne détiennent pas les moyens de production. Marx appelle les premiers, ceux qui détiennent les moyens de production, les capitalistes, et les seconds, ceux qui travaillent sans détenir les moyens de production, le prolétariat. Le rapport de force entre les capitalistes et le prolétariat va déterminer le cours des événements historiques. Marx est persuadé que là où le rapport de force s'exprime de manière la plus violente, c'est dans une société industrielle et même hyper industrialisée. Okay. Parce que c'est là, si vous voulez, en gros, le rapport l'écart de richesse entre un seigneur féodal qui vit dans une société agraire et son paysan, c'est de 1 à 50, si vous voulez. Le seigneur est 50 fois plus riche que le moindre de ses paysans. Entre un gros patron d'usine et ses esclaves français, chinois ou ailleurs, c'est plutôt de 1 à 1000. Donc 20 fois l'écart. Marx dit plus l'écart est important, plus les prolétaires vont avoir conscience de cet écart et plus cet écart va leur sembler insupportable, va leur paraître insupportable. Donc la raison pour laquelle Marx dit un truc bizarre, hein, que la révolution, si elle doit éclater quelque part, elle éclatera en Allemagne ou surtout en Angleterre, c'est-à-dire là où est né le capitalisme moderne. Ça vous explique la bizarrerie du XXe siècle, à savoir que où est née la révolution? Non, au XXe siècle, la révolution marxiste. Non. Eh oui, en Russie, merci. Hein, Lénine. Lénine. Et euh, la Russie, alors certes, elle s'est un tout petit peu industrialisée dans les années 1900-1910, mais c'est 95% de paysans, hein, les Russes, au XXe siècle, au début du XXe siècle. Et donc la bizarrerie du truc, c'est que le prolétariat qui n'existait pas en Russie, va falloir l'inventer d'une certaine manière. Et c'est le boulot, le boulot que vont faire Lénine et surtout Staline. Staline qui va faire en 30 ans, parce que la France, l'Allemagne, l'Angleterre, etc., les vieux pays industriels, l'Angleterre en particulier, vont faire en 200 ans. D'où la violence. Créer une classe ouvrière du jour au lendemain comme ça, en une génération, ça n'est pas totalement sans conséquence. Pareil pour les Chinois. Pareil pour les Chinois, qui vont découvrir l'industrie lourde dans les années 50-60. Il y avait zéro industrie en Chine. La Chine est encore une société qui est quand même très agraire. Hein. Plus vous vous éloignez des côtes, plus vous êtes dans des sociétés agraires traditionnelles. Et ça va poser un certain nombre de problèmes aussi. Alors, je lis le texte. Ça sonne à quelle heure? 5. Tout le monde le lit avec moi. Dans la production sociale de leur existence, les hommes nouent des rapports déterminés, nécessaires, indépendamment de leur volonté. C'est des rapports de classe qui sont liés à votre statut dans la production de votre pays, de la société à laquelle vous appartenez. Ces rapports de production correspondent à un degré donné du développement de leur force productive matérielle. L'ensemble de ces rapports forme la structure économique de la société, la fondation réelle sur laquelle s'élève un édifice juridique et politique, et à quoi répondent des formes déterminées de la conscience sociale. Autrement dit, c'est pas parce que vous vivez dans une démocratie que vous allez avoir un certain type d'économie, c'est parce que vous avez un certain type d'économie que vous allez vivre sous un certain régime politique. Cause, conséquence. La cause, ce qui est sous-jacent, ce qui est fondamental, c'est toujours l'économie, la structure économique qui va déterminer la structure sociale, qui va déterminer la structure politique, qui va déterminer la structure juridique, qui va déterminer la représentation morale, qui va déterminer toute la culture.
idéologie, croyances religieuses, art, etc., etc. Ce qui est fondamental pour Marx, c'est l'économie. Ce n'est pas, Antoine, ce n'est pas la si c'est vous, ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur existence. C'est au contraire leur existence sociale qui détermine leur conscience. Ah. Autrement dit, c'est pas parce que vous avez conscience d'être un rebelle révolutionnaire que vous en êtes un. C'est parce que vous allez appartenir à un certain milieu social que vous allez avoir une certaine conscience. Ok. À un certain degré de leur développement, les forces productives matérielles de la société entrent en collision avec les rapports de production existants ou avec les rapports de propriété au sein desquels elles s'étaient mues jusqu'alors et qui n'en sont que l'expression juridique. Hier encore, forme de développement des forces productives, ces conditions se chargent en de lourdes entraves. Alors commence une ère de révolution sociale. Le changement dans les fondations économiques s'accompagne d'un bouleversement plus ou moins rapide dans tout cet énorme édifice. Autrement dit, Molière nous prévient, sous Louis XIV, qu'il y a un bourgeois gentilhomme, il frappe à la porte, en 1793, il défonce la porte, et ça va mettre un siècle. Le changement de rapport de force économique va se traduire politiquement, mais bien plus tard. Quand on considère ces bouleversements, on se tait, vous êtes distrait et j'ai toujours des points à enlever sur vos copies. Quand on considère ces bouleversements, il faut distinguer deux ordres de choses. Il y a le bouleversement matériel des conditions de production économique. On doit le constater dans l'esprit de rigueur des sciences naturelles. Mais il y a aussi les formes juridiques, politiques, religieuses, artistiques, philosophiques, bref, les formes idéologiques, dans lesquelles les hommes prennent conscience de ce conflit et le poussent jusqu'au bout. On ne juge pas un individu sur l'idée qu'il a de lui-même. On ne juge pas une époque de révolution d'après la conscience qu'elle a d'elle-même. Cette conscience s'expliquera plutôt par les contrariétés de la vie matérielle, par le conflit qui oppose les forces productives sociales et les rapports de production. Donc je reprendrai là-dessus demain, mais que dit Marx? Marx nous dit les révolutionnaires en 1789 sont parfaitement convaincus et sincèrement convaincus qu'ils agissent pour le peuple. Non, ils agissent pour ce qu'ils sont, économiquement, socialement, c'est-à-dire bourgeois. Bourgeois, bourgeois, bourgeois. Et encore, bourgeois parisien. Okay. Est-ce que ça va pour tout le monde, ça? Je vous libère. On reprend là-dessus demain, plus calmement et sous forme synthétique et organisée.